Vous êtes toujours sur Radio Rennes à l'émission Il était une fois un livre, proposé et réalisé par Nathalie Ramage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il était une fois un livre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la slameuse et poétesse Mélodie Meaux qui va nous présenter un recueil et un spectacle. Le recueil qui s'appelle Libre, c'est aux éditions Porte 7 dans la collection Parole électrique. Mélodie Meaux, bonjour. Bonjour. Donc, un recueil de 11 portraits de femmes. Donc 11 femmes à travers le monde, à des époques complètement différentes. Ça va du 14e au 21e siècle. Donc je me suis demandé comment vous avez rencontré ces femmes et comment vous les avez choisies. J'ai commencé avec, comme vous le disiez, avec Jeanne de Belleville, Jeanne la Lionne, qui est du XIVe siècle, du coup, première corsaire. J'avais très envie, depuis longtemps, d'écrire un spectacle sur cette femme qui m'a toujours passionnée, parce que je suis moi-même combattante. Et elle, ça a été une grande combattante, une grande ennemie du roi de France, qui s'est battue pour la Bretagne. Et quand j'ai découvert le slam, ça m'est venu tout de suite d'écrire un texte sur elle. Et au fur et à mesure que je devais écrire des slams dans les scènes slam, instinctivement, je me suis mis à écrire sur des femmes et j'ai cherché. J'ai passé des jours entiers dans des bibliothèques à chercher des thèmes, à chercher dans le sport, dans les artistes, dans les intellectuels. Bien sûr, j'ai lu toutes les culottées. J'ai cherché vraiment partout, tout plein de femmes de différents pays et ça m'a passionnée. Alors, c'est vrai qu'effectivement, chercher comme ça, c'est encore plus difficile, je dirais, parce que, à la limite, le vivier est tel, oui. Parce qu'il y en a partout, à toutes les époques, il faut tomber dessus quand même. Oui, alors je pense que j'ai été quand même guidée par mon amour quand même du combat, parce que j'ai écrit après sur une boxeuse, puis de fil en aiguille, une résistante en Colombie, une espionne en France. Et puis après, y a plein de librairies un peu partout. Heureusement, on est dans une époque où les livres fleurissent un peu là-dessus. Et je voulais chercher des femmes très différentes. Après, je me suis dit, je peux prendre quelqu'un, une intellectuelle, une actrice. Et en fait, au fur et à mesure de mes envies, c'est venu comme ça. Alors, vous avez dû en trouver plus que 11 finalement. Ah oui, il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes exceptionnelles qui ont fait des choses dont on ne se rend pas compte. Ouais. Mais je voulais prendre des choses très différentes. Donc quand j'ai fait une femme forte, après, j'ai essayé de chercher, j'ai déjà fait ce style. Parce qu'elles sont toutes... alors je dirais, moi, elles sont toutes combattantes. Oui. Quand même, dans leurs événements, dans leurs actions. Et elles sont toutes des femmes qui finalement se battent pour leurs idéaux, pour leurs conditions de femmes aussi. Et on se rend compte que finalement, du XIVe siècle au XXIe siècle, parce que pour certaines, elles sont toujours vivantes, oui. Le combat ne s'arrête pas. Non. Exactement, vraiment, c'est vrai que le combat ne s'arrête jamais. Encore aujourd'hui, on sait que malgré les grandes avancées, on a quand même des petits sons de cloche, des petites alertes qui nous disent « Oh, attention, le droit des femmes, c'est un peu compliqué ». Donc effectivement, ça ne s'arrête jamais. Mais j'ai aussi l'impression que c'est le combat de l'émancipation, en général, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, ne s'arrête jamais. On a toujours envie de dépasser nos rêves. Et on est toujours dans des sociétés où finalement on nous impose des limites. Et l'aventure, justement, le combat est toujours bien présent. Alors c'est vrai qu'au XIVe, on peut se dire, effectivement, au XIVe siècle, il y avait encore... Rien n'était dégrossi. Ouais. Le XVIIIe, le XIXe, voire jusqu'au début du XXe, parce qu'il y a quand même quelques femmes du XXe, comme l'aviatrice, par exemple, oui. Où parfois c'est carrément, entre guillemets, la double peine. C'est être femme, être noire. Oui. Mais celles qui sont toujours vivantes, et aujourd'hui, c'est toujours... un combat pour l'émancipation et pour s'autoriser à être juste femme, en fait, quoi.
Oui. Oui, vous parliez de Bessie Coleman, justement, la première aviatrice afro-américaine, et comme vous dites, double peine, puisqu'elle est née au Texas avec la ségrégation raciale et encore les relents du Ku Klux Klan, donc c'était très difficile pour elle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais elle a quand même réussi à réaliser son rêve, parce qu'elle est devenue aviatrice. Pour une femme, c'était exceptionnel quand même, et noire encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai parlé aussi d'une boxeuse, Lucia Riker, première boxeuse et qui est encore vivante, qui a entre 40 et 50 ans, je pense. Mais il y a encore beaucoup de limites pour les femmes. On voit bien que malheureusement, les femmes ont peine à gravir les échelons, à atteindre peut-être des postes à haute responsabilité. On voit bien, même dans toutes les photos des représentants des États, on se demande parfois où sont les femmes. Il y en a une parfois qui représente, mais oui, on n'est pas encore arrivé à l'égalité totale et l'émancipation aussi. Et puis, je pense qu'on n'est pas encore arrivé tout à fait, nous les femmes, à être pleinement nous-mêmes, à avoir pleinement confiance. Je pense qu'on traîne encore quelques ombres, malheureusement. Alors je pense aussi qu'on traîne une histoire collective qui date de siècles et de siècles de conditionnement et qui fait que c'est certainement pas facile de lâcher ces lambeaux-là, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai voulu créer ce spectacle en me disant, je me suis rendu compte, moi aussi, que malgré que je sois quelqu'un de très indépendante, que je sois comédienne, cascadeuse, poétesse, j'avais quand même parfois du mal à me sentir validée dans toutes mes actions, alors qu'un homme ne se poserait pas cette question. J'ai voulu créer ce spectacle pour montrer aux jeunes filles et aussi aux femmes que tout est possible. C'est pour ça que c'est que des figures qui sont très inspirantes, qui sont arrivées au bout de leurs rêves. J'ai envie de dire... c'est possible, allons-y. C'est vrai que c'est aussi un questionnement sur... alors ça, c'est dès le départ, c'est quoi être femme ? Vous parlez, par exemple, c'est les stéréotypes qu'on peut avoir, les cheveux longs, les talons hauts, le maquillage, enfin, il y a tout un tas de stéréotypes comme ça accrochés à l'image des femmes, et que quand on n'est pas dans ce schéma-là, comment s'autoriser à être différente, comme disait la femme à barbe que vous présentez. Clémentine Delay, notre femme à barbe, oui, elle a écrit une autobiographie qui est assez incroyable. Cette femme qui avait une barbe de 35 cm, qui se l'est laissée pousser, qui faisait plus de 100 kilos à la fin de sa vie, et qui avait un mari qui était fou d'elle. Et elle aimait énormément son mari, Joseph, le petit Joseph tout fin. Et comment cette femme, puisque ça date de la Première Guerre mondiale, elle est devenue un symbole même pour les poilus. On s'arrachait ses cartes postales. Comment cette femme a pu s'assumer autant ? Elle était barwoman ou barman, elle tenait un troquet. Et dans son autobiographie, c'est très saisissant. Elle n'arrête pas de dire « je suis femme, j'ai une femme à barbe, je suis très forte ». Elle était très orgueilleuse de sa force, mais elle disait « pourtant je fais de la broderie ». Et moi, je me suis intéressée à ça. Est-ce que être femme, c'est que ça, cette féminité entre guillemets, les cheveux longs, les talons, le maquillage, les jambes bien rasées, la gentillesse, la joie, ou alors est-ce qu'on peut aussi s'assumer femme en étant puissante, combattante, et j'ai envie de dire bien sûr, petite, grosse, grande, maigre, relevez la tête, soyez fiers. Alors c'est vrai qu'elle, en plus, elle est à une époque où, dans les cirques notamment, on montrait tous ces physiques complètement atypiques, notamment la femme à barbe. Oui. Et elle a refusé ça. C'était pas un monstre de foire, quoi. Exactement, elle dit même « je ne suis pas un phénomène ». Et elle dit, c'est vraiment ces mots, je suis femme, teneuse de bar, épouse et mère. Donc elle englobe toute la féminité. Et justement, elle disait, mais non, moi je vis simplement avec ma force, avec ma barbe, avec mes kilos, avec ma joie, avec mon perroquet, avec mon petit mari. Et non, je ne suis certainement pas une créature de foire. Elle a refusé quand même 3 millions, cette femme, du célèbre Barnum qui a créé les grands cirques, et pour s'assumer pleinement. J'adore, je trouve que c'est vraiment une grande figure, on devrait la mettre partout, la placarder partout. C'est vrai que toutes ces femmes, elles sont donc très différentes les unes des autres, et ça montre à quel point on peut être femme de manière tellement diverse finalement, quoi. Oui, bien sûr. C'est
drôle parce qu'il y a un ami qui est venu me voir en spectacle et qui m'a dit « Ah, mais elles sont pas toutes gentilles, tes femmes !» Comme si déjà c'était un peu une insulte. Et je lui ai dit, bah non, pas du tout. Ça ne s'appelle pas gentille. Ce spectacle, ce livre, ça s'appelle libre. Être femme, c'est comme c'est un être humain. En fait, c'est juste s'assumer pleinement. Et bien sûr, on peut être femme de plein de façons différentes. Noire comme Bessie Coleman, avec une barbe, avec des kilos en trop, avec des kilos en moins, avec même une jambe de bois, comme Virginia Hall. On peut être combattante de toutes les manières aussi qui soient, dans le corps, comme cette boxeuse, mais également dans la mentalité, comme... Je pense que quelque part, elles sont toutes, même si c'est juste en tant que force morale, oui. Elles sont forcément combattantes si elles veulent exister oui. Telles qu'elles sont, en fait. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours combattantes pour... moi, je le vois, quoi, pour réussir à aller au bout de nos rêves. Parce que déjà, je pense que petite fille, souvent, on va vous dire souris, sois gentille, dis merci, ne rentre pas trop tard, fais attention. Un garçon ne lui dira jamais ça. Et donc, on arrive avec cette histoire-là de je veux rentrer dans les cases, je ne veux pas parler trop fort, je veux faire bien mon travail. Et on ne va pas forcément aller au-delà de nos rêves. Et donc, oui, c'est un combat de tous les jours de pouvoir justement être simplement soi-même et se dire tout est possible pour moi, quoi. Alors, on va faire une petite pause avec donc un extrait de votre spectacle pour comme ça donner envie aux auditeurs puisqu'il y a un spectacle et très bientôt dont vous allez nous parler tout de suite après. Capo Olioka et Ukai, c'est le nom que la mer m'a choisi. Ça veut dire cœur de l'océan en hawaïen. Pour le reste du monde, je suis Rel seule, pionnière du surf féminin, une des plus jeunes. À 4 ans, mon père m'a dit « Vas-y, mon petit, écoute ce que l'océan te crie. » Mon père se trompe, l'océan ne crie pas, il chuchote. À 4 ans, première vague, l'océan ne m'a pas englouti. J'ai appris l'équilibre, comment ne pas tomber, me laisser glisser, me laisser guider, écouter la houle et vider la foule. Je vis en zigzag, debout en backside, le soleil dans le dos, le vent, mon seul flambeau, le sel, ma seconde peau. Je guette le offshore, précieux ticket d'or, je m'engouffre dans le tube, glisseur, atteins la plénitude. À 16 ans, j'étais championne, le surf était ma vie. San Diego, Sunset Beach, la Californie. Mais on ne subventionne pas les championnes, à part la station-service du coin. Et je lui dis merci. J'ai vendu ma voiture pour surfer en Afrique du Sud, tester mes aptitudes, casser les habitudes. Mais les femmes dans le surf, on n'en voulait pas. Kick out, retourne chez toi. Chez moi, pour les femmes, j'ai créé les premiers championnats. Entre dans la vague, glisse, danse, vibre l'harmonie sacrée. Aloha, surfeuse du monde entier. J'ai organisé des compétitions pour chaque enfant paumé, offert mes trophées à chaque vague remportée. Les petits ont délaissé la drogue pour une planche ou une pirogue. Ils m'appelaient Tanti. La mer comme oxygène sur mon île. J'étais une reine. À 32 ans, au plein cœur de la vague, le cancer du sein m'a déchiqueté. Shred collé au fond, vulgaire, poisson, washing machine. Impossible de remonter, je suis coincé sous cette vague. Blackout, coma, sortie de route. L'apnée, ça me connaît. 1, 2, 3, je peux tenir. 4, 5, 6, j'ai l'habitude. 7, 8, 9, 10.
L'océan m'a sauvé. Take off, grimpe sur ta planche, je t'offre une seconde chance. J'ai continué de surfer quand mes cheveux sont tombés. Casquette rouge sur crâne blanc. En pleine compétition, j'ai perdu mes nichons. Les faux, en plastique, achetés à Phoenix. Obligé de plonger pour les récupérer. Eh, regardez tous, Tanti est en train de pêcher. Des concerts, des colliers de fleurs, des sous récoltés en mon honneur. Mahalo mes amis, j'ai payé mes traitements, ma chimiothérapie. Vous m'avez même porté quand je ne pouvais plus marcher. Allongé sur mon bodyboard, j'oubliais le cancer, la douleur amère. Ma vie m'appartenait encore comme hier. À 47 ans, dernière vague, j'ai fermé les paupières. Vous êtes tous là réunis aujourd'hui. 3000 personnes sur cette plage à souffler dans vos coquillages. Mes cendres dispersées au cœur de l'océan. Les larmes dans les yeux des enfants. Capo Olioka et Ukai vous remercient. Aumakua, je deviens mère à mon tour. Je porterai vos planches chaque jour. Séchez vos larmes, sautez sur la prochaine vague. Surfez, vibrez jusqu'au dernier souffle. Vivez. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rennes. Aujourd'hui, c'est en compagnie de notre invitée, Mélodie Mo, slameuse et poétesse, qui nous présente son recueil libre, édité chez Porte 7 dans la collection Paroles électriques, et d'un spectacle, d'ailleurs, qu'on va pouvoir présenter, parce qu'il a lieu très bientôt, entre autres. Il y avait une question qui me revenait quand vous avez écrit tous ces recueils. Parce qu'on a l'impression que chacune a son identité et que vous avez appliqué, que vous avez choisi un vocabulaire à dessein pour chacune d'entre elles. Quand vous vous êtes emparé d'un portrait, je dirais vous avez porté son costume et l'inspiration est venue et les mots sont venus parce que, par exemple, quand on est avec Virginia Hall, quand elle fuit, on a l'impression à lire votre texte, qu'on court à côté d'elle, ou quand on est avec la boxeuse, voilà, on est dans les uppercuts. Comment vous avez fait pour vous imprégner de ces personnalités ? C'est une très bonne question, je vous remercie. C'est vrai, d'abord, je me suis beaucoup documentée. Je veux être très fidèle. Je voulais surtout pas dire de bêtises. Je voulais vraiment représenter leur personnalité et vraiment respecter leurs paroles. Donc déjà, j'ai énormément lu, énormément écouté de choses quand c'était possible, regardé des documentaires sur elles, regardé leur vocabulaire. Et puis, grâce au slam, puisque c'est de la poésie, mais slamée, c'est de la poésie qui a vocation à être oralisée, je me suis dit comment rendre leur caractère, comment mettre en valeur leur émotion. Effectivement, la boxeuse, j'ai utilisé un vocabulaire déjà lié à la boxe, mais dans les sonorités, avec beaucoup de sons qui claquent, comme le slam veut dire claquer, des phrases très courtes, des phrases avec des consonnes très fortes. Au contraire et Virginia Hall, c'est pareil, j'ai regardé beaucoup de choses sur elle, je me suis dit c'est une femme festive, très pétillante, et donc voilà, j'ai essayé aussi de mettre un vocabulaire avec des énumérations pour la course, justement, pour qu'on sente son souffle. Et je vis leur souffle. On retient notre respiration également quand on lit, finalement. Oui, ça me fait plaisir que vous dites ça. Même la surfeuse, c'est quelque chose où, là, je me suis dit, elle est très douce. J'étais marquée par cette douceur. Je me suis dit, comment faire pour qu'on sente justement ce flow, ce calme, ce côté hawaïen, très... comme proche de la mer, de l'océan, et j'ai utilisé aussi des vocabulaires avec des longues voyelles, avec des consonnes peut-être beaucoup plus douces. Ça m'a vraiment plu de faire ce travail-là. Oui, donc chacune a son vocabulaire, a son rythme. Et sa respiration aussi, parce que moi je respire beaucoup dans le texte. Alors ça se voit pas forcément quand on lit. Oui, mais nous on respire quand on lit. C'est vrai. Et la ponctuation est là aussi. C'est vrai que quand vous énumérez, des verbes, quand ce sont même des verbes à l'infinitif,
par exemple, il y a 3 verbes dans une phrase, il y a un point entre chaque, donc on sent le rythme et voir la cascade, quoi. Oui, exactement. Mais c'est ce que permet aussi la poésie, les figures de style et le slam. On utilise beaucoup de verbes à l'infinitif dans le slam pour avoir justement quelque chose de très péchu. Et donc je le réutilise parfois, ou alors j'en mets moins quand c'est plus doux. Mais c'est une technique qui permet plein de choses. Alors, toutes ces femmes, alors moi j'avoue, il y en a très peu quand même que je connaissais. J'imagine qu'elles n'ont pas toutes laissé beaucoup de traces à la postérité. Donc, comment vous avez fait quand c'était le cas ? Oui, je voulais justement prendre des femmes qu'on ne connaissait pas trop pour justement les mettre en valeur, parce que bon, il y en a quelques-unes qu'on connaît. Oui, c'est vrai que les noms, Virginia Hall par exemple, c'est vrai que ce sont des noms qu'on a pu déjà rencontrer. Ouais. Mais je pense à Jeanne la Lionne de Belleville. Jeanne la Lionne, ouais. Ça, on ne la connaît pas beaucoup. Pourtant, elle fait partie de l'histoire de Bretagne. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Jeanne la Lionne, j'ai eu accès aussi à des archives. Je suis allée dans des musées. Beaucoup d'archives anglaises, puisqu'elle était, après, la Bretagne était disputée par les Anglais et les Français. Donc, je suis allée voir les archives. Virginia Hall, il n'y a pas grand-chose sur elle. Il y a quelques diplômes, des choses comme ça. Mais il y a un documentaire qui a été tourné. Il y a des archives pour Relson. Première femme à entrer à la CIA. Oui, oui, Virginia Hall, première femme à entrer à la SCIA. Mais c'est fabuleux. Il y a un très beau documentaire qui est sur Dailymotion, mais voilà, cette plateforme, on voit peu. J'ai fait des énormes fouilles et je me disais, voilà, je veux quelqu'un d'assez exceptionnel, mais il faut quand même trouver. Et la femme à barbe, à force de recherche, j'ai fini par tomber sur son autobiographie, ce qui est quand même très rare. Alors, en parlant de femmes quand même assez remarquables, il y a quand même aussi Marguerite, la travestie du 18e, qui est obligée, elle, pour travailler, d'être un homme, de se travestir en homme. Tout à fait. Ça montre bien aussi l'époque, quoi. Oui, une des premières bourrelles, finalement, parce que féminin de bourreau. Oui, je trouvais ça assez... Il y a beaucoup d'histoires de femmes travesties. Là, j'en ai pris qu'une, mais c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui ont eu besoin de se travestir pour travailler. Récemment, il y a eu... donc là, c'est Marguerite qui est devenue Monsieur Henri bourreau. Et c'était un métier à l'époque, mais on pensait qu'une femme ne pouvait pas faire des métiers aussi difficiles ou qui avaient trait à la violence. Vous savez, aujourd'hui, moi qui suis aussi cascadeuse, on se cogne à vraiment des stéréotypes. C'est-à-dire qu'en école de cascade, on va vous dire « Oui, très bien, on va vous donner des cours, c'est super, vous avez votre diplôme, vous faites toutes les cascades possibles et imaginables. » Mais une fois que vous êtes sur le terrain, aux États-Unis, c'est un petit peu différent avec les films de super-héros. On a quand même des femmes qui se battent. Mais en France, ah non, moi, je me retrouve sur des tournages où je ne me bats pas. C'est-à-dire que je me fais taper dessus, je me fais tuer, alors énormément de fois. Et tout le monde rigole, fait « Ah tu t'es pas défendu !» Donc on se cogne encore à des choses difficiles, surtout par rapport à la puissance des femmes. Et il y a une DJ récemment... À la force peut-être, la force physique. La force physique, la puissance. Et il y a des métiers qui sont réservés aux hommes, comme des métiers qui sont réservés aux femmes. Mais une des premières DJ, elle ne se faisait pas du tout, éditée. Elle s'est déguisée en garçon pendant plus d'1 an. Elle a fait des festivals de fous. Au bout d'un moment, elle a craqué en plein live. Je crois que c'était sur un réseau social. Elle a enlevé sa moustache et elle a dit « Mais en fait, je suis une fille, quoi. » Le travesti était tellement bien fait que personne ne l'avait reconnu. Donc, on est encore obligé de dire « Oui, ça, c'est un métier que je peux faire malgré que je sois une femme. » Donc c'est aussi un livre qui permet de faire sauter un peu tous les verrous et tous les stéréotypes et de dire aux femmes vivez vos rêves finalement. Quoi. Exactement, c'est vraiment... Sortez de la condition dans laquelle on vous a mise. Oui, c'est ça. Sortez des règles, sortez des barrières, faites-vous plaisir, faites exactement ce que vous voulez. C'est vraiment un livre lumière pour moi. Alors ce livre est aussi un spectacle, le 2 avril, c'est ça ? Oui, le 2 avril, on joue au Festival Mythos, grand festival de l'oralité, à Rennes, au Champ Libre, sur l'horaire du midi, à 12h30. Et je suis accompagnée d'un musicien
de Gurban El Gouache, hein, pour donner un vrai souffle, une vraie respiration et des vraies ambiances justement à mes personnages, parce que je suis seule en scène, j'ai toujours le même costume, un costume moderne, et pour passer d'un portrait à l'autre, comme les mots sont importants, mais aussi comment faire voyager sans qu'il s'en rende compte le spectateur de Jeanne Lalion 1343 à Golshifteh Farahani, actrice iranienne de nos jours. Et la musique très cinématographique vous emmène et vous fait respirer aussi. Alors, il y a 11 portraits. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il y aura une série, un deuxième recueil avec un autre spectacle en lien? Oui, on en Parce que parlait 11, avec... c'est pas beaucoup, on est bien d'accord. Mais ça fait à peu près 1h10, qui est acceptable pour un spectacle. Mais effectivement, on en parle avec l'éditeur Jafraji de Porte 7 de faire une suite. Et moi, en plus, maintenant, les gens me connaissent et tout le monde m'envoie des portraits de femmes extraordinaires. Alors, je peux vous dire que j'en ai des tas et j'ai envie d'en faire toujours plus. Donc là, c'est le début de la collection. On va dire ça. Parce que c'est vrai que 11 à travers le monde, des femmes exceptionnelles, on se doute bien que le vivier est un peu plus important. Ah oui, mais entre toutes les reines qui ont existé, toutes les sportives, ça n'arrête pas. Et puis le monde moderne avançant, on en découvre toujours davantage. Donc voilà, on peut espérer une suite. Oui. Enfin, plusieurs suites peut-être aussi. Oui, ça serait vraiment chouette. Oui. Eh bien, merci beaucoup Mélodie Mo. Donc, je rappelle le titre de ce recueil, c'est Libre. Donc, c'est aux éditions Porte 7 dans la collection Paroles électriques. Et le spectacle a lieu le mercredi 2 avril à 12h30 au Champ Libre. Merci beaucoup. Et puis peut-être pour le prochain recueil, on se donne rendez-vous. Merci, avec plaisir. Vous êtes toujours sur Radio Rennes à l'émission Il était une fois un livre, proposé et réalisé par Nathalie Ramage.